Konoha travaillait avec application sur son histoire, dans laquelle elle avait donné son propre nom à l'héroïne magique. Dans son récit, cette héroïne partait à l'aventure aux côtés de son grand amour. Mais la magie de son imagination s'effondra brutalement lorsque sa mère fit irruption dans sa chambre, exigeant qu'elle se concentre plutôt sur ses études. Konoha refusa d'obéir, affirmant que l'apprentissage des pouvoirs magiques était bien plus important que les manuels scolaires. Elle adorait s'immerger dans ces mondes fantastiques, rêvant qu'un jour, elle serait appelée dans un univers mythique rempli d'aventures et de merveilles. Tout en se demandant quelle pourrait être son histoire d'origine, elle décida d'écrire une lettre d'adieu à ses parents au cas où elle disparaîtrait soudainement pour vivre cette nouvelle vie. 10 années passèrent. Rien d'extraordinaire ne se produisit. Konoha grandit et finit par décrocher un emploi tout à fait ordinaire. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, sa mère l'appela pour lui dire qu'elle avait retrouvé cette vieille lettre datant de 10 ans. Konoha, un peu gênée, confirma qu'elle pouvait jeter ses vieilles affaires. Mais soudain, le souvenir du contenu de cette lettre lui revint en mémoire. Et comme si le destin s'en mêlait, un camion surgit de nulle part. Au même instant, elle se remémora son ancienne histoire, celle d'une héroïne magique qui tombait amoureuse du fiancé de sa propre sœur cadette, Aina. Cet homme, Jennifer, et l'héroïne s'étaient épris l'un de l'autre dès leur première rencontre. Mais leur amour ne tarda pas à être découvert par Aina, qui jura de les séparer à tout prix. Sachant combien Aina s'opposait à leur union, Jennifer et Konoha décidèrent de garder leur relation secrète. Malgré la colère de sa sœur, Konoha continua à l'aimer profondément. Un jour pourtant, Aina mit la main sur un mystérieux grimoire nommé « L'Histoire sombre », dont on disait qu'il tuait quiconque osait le lire. Ravie et curieuse, elle ouvrit le livre, oubliant qu'elle n'était pas à l'abri de sa malédiction. Soudain, des visions la frappèrent. Elle vit le monde réel, celui où Konoha écrivait l'histoire même de leur univers. Elle se vit elle-même, ainsi que Jennifer et Konoha, décrits par la plume de cette autrice qu'elle croyait imaginaire. Puis, sans comprendre comment, Konoha se réveilla dans le corps d'Aina. Avant qu'elle puisse assimiler ce qui venait de se produire, la police, menée par un homme nommé Shano, annonça son arrestation pour tentative de meurtre sur Konoha. Sous le choc, elle réalisa que Shano la désignait comme Aina, et non Konoha. Tentant de se souvenir de sa dernière image du monde réel, elle revit, le camion fonçant droit sur elle. Jetée dans un donjon, la vérité lui apparaît. Elle a été réincarnée. Elle réévalue sa situation, essayant de se rappeler l'histoire qu'elle avait écrite au collège. Alors qu'elle réfléchit à la marche à suivre, la Konoha de son monde fantastique surgit soudain et la serre dans une étreinte chaleureuse, soulagée que personne ne lui ait fait de mal. Aina reste figée, comme pétrifiée par la stupéfaction. Elle n'aurait jamais imaginé rencontrer réellement la Konoha qu'elle avait créée, et elle est exactement telle qu'Aina l'avait imaginée. Tandis que Konoha s'inquiète de son état hébété, Jennifer fait irruption dans le donjon, l'épée dégainée, exigeant que Konoha soit mise à mort. Konoha plaide que, cette fois, Aina n'a rien fait de mal, mais Jennifer se montre bien moins clémente. Ikoldi rappelle à Konoha qu'Aina a tenté à plusieurs reprises de la tuer et mérite l'exécution. Alors que Jennifer égrène les terribles crimes qu'Aina aurait commis dans l'histoire, Aina maudit son ancien moi d'avoir fait d'elle une vilaine si méprisable. Elle n'aurait jamais pensé renaître un jour en tant que personnage qu'elle avait condamné. Après un moment de tension, Konoha implore la clémence. Aina est envoyée au lieu et place dans un domaine lointain afin de la tenir éloignée de Konoha. Reconnaissante d'être encore en vie, Aina remercie silencieusement Konoha pour sa bonté. Elle essaie de se persuader qu'elle pourra vivre paisiblement dans ce nouveau monde, mais son soulagement s'évanouit lorsqu'elle se rappelle avec qui elle va partager sa détention, une personne destinée à la tuer. À leur arrivée au manoir, un majordome l'informe qu'elle y restera 3 mois. Aina remarque que toutes les domestiques évitent son regard et tremblent à sa vue. Le majordome ajoute qu'un serviteur spécial a été désigné pour s'occuper d'elle. Aina jette un œil dans l'une des chambres préparées pour elle, vérifiant prudemment la présence d'assassins. À son horreur, elle aperçoit Sol, un personnage qu'elle avait imaginé devant finir par la tuer. Il est présenté comme son préposé personnel, chargé de rendre son séjour plus confortable. Connaissant sa véritable mission, Aina recule aussitôt lorsqu'il s'approche.
Sol suppose qu'elle est simplement épuisée par le voyage et, d'un ton doux, insiste pour qu'elle se repose pendant qu'il lui prépare une boisson chaude. Une fois qu'il s'éloigne, Aina pousse un soupir de soulagement, mais ce répit est de courte durée. Elle se rappelle qu'elle doit éviter à tout prix chaque drapeau de mort si elle veut survivre. Elle tente de ressasser les détails de l'histoire, mais trop de temps a passé pour qu'elle se remémore tout. Finalement, elle conclut que sa meilleure chance de survie est de prouver qu'elle ne constitue aucune menace pour Konoha. Elle ne remarque pas le retour de Sol. Il revient en silence, portant un couteau destiné à mettre fin à sa vie. Alors qu'il s'avance lentement, Aina se souvient soudain que c'est précisément à ce moment-là que Sol est censé faire sa première tentative de meurtre. Elle se retourne aussitôt pour lui faire face. Pris de court, Sol se ressaisit immédiatement et reprend son rôle de majordome irréprochable. Il lui verse une tasse de thé, l'air parfaitement courtois, et lui demande poliment quels sont ses projets. Aina, comprenant son petit jeu, décide d'entrer dans la danse. Tout en répondant calmement, elle observe discrètement la pièce, cherchant du regard le couteau qu'il est censé utiliser contre elle. Elle déclare qu'elle souhaite écrire une lettre à Konoha. Dès qu'il quitte la pièce, Aina se promet intérieurement de mener une vie paisible, de prouver qu'elle ne représente aucun danger, et même d'épouser un noble sans éclat afin de pouvoir être heureuse dans ce monde. Mais Sol revient bientôt et tente de s'approcher à nouveau, ses intentions demeurant floues. Dès qu'elle remarque son comportement, il se remet aussitôt dans la peau du parfait serviteur et lui tend un élégant nécessaire à correspondance, comme il l'avait promis. Aina se met aussitôt au travail, déterminée à survivre. Sa première étape, écrire une lettre à Konoha dans laquelle elle affirme approuver sa relation avec Gina Ford et lui présente ses excuses les plus sincères pour toutes les atrocités qu'elle lui a faites subir. Pendant qu'elle écrit, Sol, resté près de la porte, observe discrètement, intriguée par son attitude. Pourquoi Aina, soudainement, écrit-elle à Konoha? Au lieu de la lui remettre, il décide de livrer la lettre à Gina Ford. Celui-ci est stupéfait en lisant le contenu. Il lui semble impossible qu'Aina ait pu écrire une telle chose. Malgré ses mots d'excuse, il y voit une nouvelle ruse, une tentative manipulatrice pour regagner la confiance de Konoha et frapper à nouveau. Sol, lui, remarque qu'Aina paraît bien plus prudente qu'auparavant, réagissant même aux moindres traces d'hostilité dans l'air. Malgré ses doutes, il reste fidèle à sa mission. Accomplir la volonté de Gina Ford et éliminer Aina tant qu'elle est encore confinée. Plus tard, Sol revient auprès d'elle et lui annonce que la lettre n'a pas pu être remise, car Konoha est parti en voyage avec son oncle. Essayant de se souvenir de ce détail, Aina se rappelle avoir inclus cet oncle dans le passé de Sol. C'était lui qui avait vu Konoha sauver Sol du désespoir alors qu'il n'était qu'un enfant. Sans réfléchir, Aina répète les mêmes paroles réconfortantes que Konoha avait dites à Sol des années auparavant. Ces mots figent Sol, qui la regarde, abasourdie. Consciente qu'elle vient de susciter des soupçons, Aina prétend aussitôt avoir froid et se retire dans sa chambre. Une fois seule, elle s'inquiète d'avoir peut-être déclenché un nouveau « drapeau de mort » et tente fébrilement de se souvenir de ce que font Konoha et Gina Ford à ce stade de l'histoire. Elle se remémore que Konoha et Gina Ford parvenaient souvent à se voir grâce à leur oncle, qui avait toujours soutenu leur relation. Mais à ce moment précis du récit, les deux amoureux étaient censés se retrouver. Sans savoir que leur oncle leur avait tendu un piège, Aina se souvient qu'à l'origine de son histoire, elle n'était présentée que comme la grande méchante du prologue. Le récit devait pourtant contenir d'autres ennemis destinés à mettre Konoha à l'épreuve. Dans le premier chapitre, le véritable antagoniste n'était autre que leur oncle, un homme rongé par une malédiction née de son amour impossible pour leur mère. Comme Konoha avait grandi en devenant le portrait craché de cette dernière, l'oncle avait développé une obsession malsaine à son égard. Un jour, il la piégeait dans un endroit isolé. Alors qu'il tentait de profiter d'elle, Konoha éveillait pour la première fois sa magie cachée et réussissait à lui échapper. Cependant, Gina Ford tombait victime des machinations de l'oncle, ce qui poussait Konoha à entreprendre un long voyage pour trouver de quoi le ramener à la vie. Essayant de reconstituer la chronologie de ce qu'elle avait écrit, Aina se demande si le prétendu voyage de Konoha avec leur oncle correspond justement à cet épisode, mais elle n'a pas le luxe d'y réfléchir davantage. Sa priorité est de survivre. Pourtant, repenser à la bonté de Konoha la remplit de culpabilité.
Cherchant désespérément une issue, elle tente de demander de l'aide aux domestiques du manoir, mais tous l'évitent comme la peste. Elle aperçoit alors Sol, qui lui rappelle calmement que chaque serviteur a ses propres tâches et qu'elle ne peut plus les traiter comme autrefois, lorsqu'elle vivait encore dans la demeure principale. Aina voudrait protester, mais elle comprend vite que personne ne croira son histoire. Silencieusement, elle prend une décision. Quitter le manoir pour sauver Konoha et Gina Ford, quitte à affronter le monde qu'elle a elle-même créé. Rassemblant quelques pierres dans un sac, elle s'empare d'un cheval. Mais si, dans son roman, son personnage était une cavalière accomplie, la réalité la rattrape bien vite. La peur la tenaille à chaque galop. Pendant ce temps, Konoha, Gina Ford et leur oncle atteignent une vieille église. Les deux amoureux projettent de s'y marier en secret. L'oncle, feignant la bienveillance, persuade Gina Ford de laisser son épée à l'entrée, sous prétexte que la cérémonie doit rester sacrée. Aina galope à toute allure jusqu'à l'église, arrivant juste à temps pour voir son oncle lever son arme contre Gina Ford. Sans réfléchir, elle lance son sac de pierres avec force, le frappant de plein fouet et sauvant ainsi Konoha et Gina Ford. Elle leur promet d'expliquer la situation plus tard et supplie Gina Ford d'emmener Konoha en lieu sûr. Elle lui confie sa sœur comme un trésor qu'elle n'a jamais su protéger. Enfin, Aina pousse un soupir de soulagement, avant que son oncle, à moitié sonné, ne se relève, prêt à attaquer de nouveau. Mais au dernier moment, Sol surgit et la sauve in extremis. Sous le choc, Aina ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il est élégant, même en la réprimandant doucement pour sa témérité. Reprenant son calme, elle lui demande comment il a su où la trouver. Sol, d'un ton neutre mais protecteur, lui avoue qu'il l'a suivie depuis son départ du manoir. Incapable de la laisser s'aventurer seule dans un monde, Aina ressent une profonde culpabilité d'avoir infligé tant de souffrances à ses personnages. Peu à peu, elle se met à porter le poids de leur douleur, comme si elle en était la véritable responsable. Alors qu'elle s'apprête à partir, Gina Ford s'approche d'elle. Il lui demande si, depuis le début, elle n'a pas secrètement protégé Konoha de l'obsession de leur oncle, insinuant que c'était peut-être la vraie raison de son opposition à leur relation. Aina ne peut s'empêcher de trouver son raisonnement simpliste, presque naïf. Pourtant, elle choisit d'aller dans son sens. C'est la seule explication plausible qui puisse prouver son innocence et lui éviter une fin tragique. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre davantage, Sol intervient. Il déclare vouloir exprimer sa gratitude, non pas à Aina, mais à Konoha. Il explique que c'est grâce à la douceur et à la bienveillance de Konoha qu'il parvient à contenir son instinct meurtrier. Toutefois, il prévient froidement que si quelqu'un venait à lui faire du mal, il n'hésiterait pas une seule seconde à tuer. Aina comprend alors qu'elle n'a fait que gagner du temps. Si Konoha n'a pas encore éveillé ses pouvoirs, elle demeure sans défense. Et si le moindre malheur devait lui arriver, Aina sait qu'aux yeux de Sol, elle serait la première suspecte. 1 mois après sa réincarnation, Sol l'emmène à la campagne. Aina admire les paysages sublimes qu'elle avait elle-même imaginés autrefois dans son roman. Des collines verdoyantes, un ciel limpide et une brise légère. Mais un frisson soudain parcourt son dos, comme si elle venait d'oublier quelque chose d'essentiel. À leur arrivée, Konoha l'appelle avec chaleur. Aina, émue, décide d'aller la rejoindre, heureuse de pouvoir enfin passer un moment paisible avec la Konoha qu'elle a créée de toutes pièces. Mais avant qu'elle n'atteigne sa sœur, Gina Ford s'avance pour lui offrir son aide. Aina trébuche malencontreusement et Gina Ford la rattrape de justesse. Sol, impassible, intervient aussitôt. Il lui dit de ne pas déranger Gina Ford et ajoute qu'il se chargera personnellement de l'escorter. Aina se souvient alors qu'en créant le personnage de Sol, elle l'avait imaginé comme un majordome de glace, le parfait opposé de Gina Ford qu'elle avait conçu autour du feu et de la passion. Elle se surprend à admettre qu'elle avait investi tout son sens esthétique dans la conception de Sol. Froid, distant, mais d'une élégance redoutable, il reste à ses yeux l'incarnation même du charme sombre. En observant Konoha et Gina Ford rire ensemble au loin, Aina sent son cœur se serrer. Doucement, elle se fait la promesse silencieuse de protéger sa sœur, quoi qu'il en coûte. Cette fois, non pas en tant qu'autrice, mais en tant que sœur. Aina se remémore une époque où elle était encore son ancienne elle. Sa mère avait essayé de lui parler des histoires de cœur,
Mais au lieu de donner une réponse normale, Konoha avait fièrement déclaré qu'elle était déjà fiancée à Jinford, un homme venu d'un tout autre monde. Après avoir travaillé dur pour prouver qu'elle n'était plus la méchante cruelle dont tout le monde se souvenait, Aina peut enfin profiter de journées paisibles avec sa sœur, comme celle-ci, passée à admirer les fleurs. Submergée par la joie, elle pousse un cri enthousiaste, mais heurte accidentellement Konoha du poing, la faisant tomber. Presque aussitôt, plusieurs gardes surgissent de leur cachette pour assurer la sécurité de Konoha. Aina se rappelle aussitôt qu'elle doit rester calme, car si Sol venait à se méfier d'elle, cela reviendrait à soulever de nouveau « drapeau de mort ». Elle explique nerveusement à Sol que sa main a simplement glissé. Sol la fixe un instant, un sourire poli aux lèvres. Aina la suit lorsque Konoha l'appelle, heureuse de pouvoir s'éloigner du regard perçant de Sol. Lorsqu'elles atteignent une clairière voisine, une table y est dressée avec élégance. Konoha annonce joyeusement qu'elles vont conclure leur observation des fleurs par un thé de l'amitié, une petite fête en l'honneur d'Aina pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Sol lui sert le thé et Jinford explique qu'il est infusé à partir des meilleures feuilles du royaume. Aina respire profondément le parfum apaisant et se réchauffe au contact de la tasse. Autrefois, lorsqu'elle travaillait encore, elle n'avait jamais le temps de se préparer son propre thé et se contentait toujours de bouteilles toutes prêtes. Alors que la petite fête continue, Aina entend un bruissement non loin. Un petit lapin sort des buissons et elle appelle Konoha, tout excitée. Ravie, elle prend la douce créature dans ses bras tandis que les deux sœurs s'émerveillent de sa mignonnerie. Konoha s'éloigne ensuite vers l'autre bout du champ, là où fleurissent des violettes. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, une créature semblable à un loup surgit, attrape Konoha et s'enfuit d'un bond. Les gardes se mobilisent aussitôt, tandis qu'Aina reste figée, observant la bête s'enfoncer dans la forêt, un souvenir douloureux refaisant surface. Cet événement s'était déjà produit dans son histoire. Pourtant, il devait avoir lieu dans le chapitre 2, lorsque Konoha et sa troupe partaient chercher des herbes pour soigner Jinford. Aina se souvient alors que, dans son ancienne vie, c'était elle-même qui avait créé le monstre charnel qui enlèverait Konoha. C'était à une époque où elle explorait des idées d'histoire plus sombres, et la créature lui était venue à l'esprit. Notamment parce qu'elle écrivait souvent pendant que des drames romantiques passaient en fond sonore. Jinford jure, furieux, tandis que la bête disparaît dans la profondeur de la forêt. Sol remarque qu'Aina semble perdue dans ses pensées, et elle prétend aussitôt qu'elle essayait simplement de se souvenir du type de monstre qu'il s'agissait. Les yeux de Jinford s'illuminent d'espoir, et il la supplie de leur dire tout ce qu'elle sait. À la tombée de la nuit, Aina a déjà raconté à Jinford et aux soldats la plupart des détails concernant la créature. Elle leur explique qu'ils ont encore le temps de sauver Konoha, car le monstre passe toujours plusieurs heures à observer sa proie avant de l'attaquer. Elle omet toutefois les parties les plus sombres de l'histoire, se contentant de dire que si l'on attend jusqu'au matin, Konoha sera dévorée. Aina leur indique la direction de la tanière de la bête, et les troupes commencent aussitôt leurs préparatifs. Mais Sol reste méfiante. Elle lui demande comment Aina peut connaître autant de détails sur la forêt et sur le monstre. Paniquée, Aina prétend qu'elle avait étudié la forêt avant de venir ici. Sol, peu convaincue, la coince contre un arbre et exige de savoir pourquoi elle n'a prévenu personne plus tôt si elle connaissait déjà les dangers de cet endroit. Aina cherche désespérément une excuse, mais avant qu'elle puisse répondre, Jinford l'appelle pour qu'elle les guide jusqu'à la tanière du monstre. Aina accepte avec empressement, pensant qu'en sauvant encore une fois Konoha, Sol cessera enfin de douter d'elle. Elle mène le groupe jusqu'à un sentier sombre et étroit qu'elle sait mener tout droit vers la cachette de la bête. Au moment où elle s'apprête à parler, elle croise le regard inquiet de Jinford. Celui-ci se tourne vers elle et lui ordonne fermement de rester en arrière avec Sol. Aina ne proteste pas, mais elle ressent un profond malaise à l'idée d'être laissée seule avec cette dernière. Jinford lui promet qu'il fera tout pour ramener Konoha saine et sauve. Malgré tout, Aina ne peut s'empêcher d'être angoissée. Elle aime Konoha depuis le jour où elle l'a créée, mais désormais, l'histoire a déjà dévié de ce qu'elle avait écrit, et elle redoute ce qui pourrait arriver si Jinford affronte la bête seule. Avant même qu'elle puisse réfléchir davantage, un groupe de gardes surgit en courant, poursuivi par d'autres monstres. Puis, un cri strident déchire la nuit, celui de Konoha.
Sans hésiter, Aina s'élance vers la voix. Elle sait que, parce qu'elle a modifié le cours du récit, Konoha n'a plus la magie qui devait la protéger. Voyant la créature lever la patte pour frapper, Aina attrape la première plante à sa portée et la lance de toutes ses forces sur la bête. Puis elle court, son cœur battant à tout rompre. Elle se répète qu'elle doit éviter la mort à tout prix. Pourtant, avant même de s'en rendre compte, elle se jette devant Konoha, la protégeant de son propre corps. Pendant un instant, elle ferme les yeux, persuadée que le coup fatal va la transpercer. Mais Jinford et Sol surgissent juste à temps et abattent la bête d'un seul élan. Alors que le monstre s'effondre, sa queue fouette violemment l'air une dernière fois, frappant Aina de plein fouet et la projetant contre un rocher tout proche. Jinford se précipite aussitôt vers Konoha pour vérifier si elle est blessée. Konoha lui adresse un doux sourire et lui dit qu'elle n'a jamais eu peur, car elle savait qu'il viendrait la sauver. Jinford la félicite pour son courage. Aina, restée à l'endroit où elle a été projetée, les observe avec un étrange sentiment de fierté. Ces deux personnages qu'elle a créés lui paraissent si parfaits l'un pour l'autre. Soudain, Sol s'approche et la prend dans ses bras pour l'aider à se relever. Surprise, Aina proteste qu'elle peut marcher après un peu de repos, mais Sol réplique sèchement que si elle veut vraiment se reposer, ils peuvent aller rendre visite aux plantes carnivores des environs. Comprenant qu'il tente subtilement de la pousser à avouer ce qu'elle sait réellement, Aina refuse son aide. Ainsi s'achève leur étrange version d'un goûter fleuri. Aina médite sur tout ce qui s'est passé. Même si l'histoire semble dévier de ce qu'elle a écrit, les événements clés suivent toujours le même fil. De retour au domaine, Jinford confie en privé à Sol qu'il n'a plus besoin de lui pour assassiner Aina. Il pense s'être trompé sur son compte, bien que Sol demeure méfiant. Néanmoins, il jure de se plier à la volonté de son maître. 2 mois passent depuis la fête des fleurs. Un jour, Sol entre dans le bureau d'Aina, portant une lettre scellée de son père. Il suppose qu'il s'agit d'une autorisation pour qu'elle retourne dans la capitale. Mais en l'ouvrant, Aina découvre une élégante invitation à un bal. Son souffle se bloque. C'est le même bal qu'elle avait décrit dans le chapitre 3 de son roman. Le soir venu, Jinford et Sol complimentent les deux sœurs, admirant la grâce avec laquelle elles portent leurs robes. Les yeux de Konoha pétillent d'excitation, tandis qu'elle contemple les danseurs. Aina, anxieuse, la met en garde de ne danser avec personne. La confusion de Konoha est évidente, et le regard soupçonneux de Sol se fait plus insistant. Lorsque Jinford invite Konoha à danser, Aina panique. Mais le regard ferme de Sol la retient, et elle ne peut qu'observer les deux s'avancer vers la piste. La scène réveille en elle des souvenirs de sa vie passée. Elle se rappelle un festival d'été où sa mère l'avait suppliée de sortir s'amuser, mais elle avait refusé, préférant rêver dans sa chambre. Elle imaginait être appelée dans un monde fantastique pour devenir une sainte destinée à vaincre le roi démon. Sa mère, furieuse, avait ouvert la porte à la volée en lui ordonnant d'aller profiter de la fête. Aina s'était alors réfugiée dans son imagination, utilisant cette émotion pour nourrir le prochain chapitre de son histoire. Elle se souvient maintenant de ce qu'elle avait écrit. Si Konoha dansait à ce bal, elle serait choisie pour entreprendre un voyage afin de vaincre le roi démon. Mais sans sa magie, cette aventure mènerait à sa mort. Et pire encore, Sol la tiendrait responsable et exécuterait sa sentence de ses propres mains. Elle remarque bientôt un homme s'approcher de Jinford et de Konoha, demandant la permission de danser avec Mademoiselle Magnolia. Reconnaissant aussitôt en lui un personnage secondaire qu'elle avait autrefois créé, Aina s'empresse de lui saisir la main avant que Konoha ne puisse répondre, prétendant être elle-même Mademoiselle Magnolia. Elle l'entraîne sur la piste et se met à tournoyer avec tant d'énergie que son partenaire peine à suivre le rythme. Lorsque la musique s'achève, l'homme, étourdi et à bout de souffle, s'excuse pour aller se remettre. Déterminée à empêcher quiconque d'inviter Konoha à danser, Aina scrute la salle de bal à la recherche de la prochaine menace. Bientôt, une silhouette apparaît à la galerie du 2e étage. Elle se souvient de lui. C'est le 2e prétendant qu'elle avait écrit pour inviter Konoha à danser. L'homme aperçoit Konoha et l'interpelle, séduit par sa douceur. Avant que Konoha ne puisse répondre, Aina intervient une fois de plus et s'impose comme cavalière, coupant court à toute possibilité. Après cette seconde danse, ses yeux parcourent la salle, à la recherche du dernier personnage qu'elle sait destiné à inviter Konoha. Et comme elle s'y attendait, le jeune prince s'avance vers sa sœur et lui propose une danse.
Anticipant cette scène, Aina avait déjà fait renverser du vin sur le sol de la piste, rendant la danse dangereuse. Les serviteurs conseillent aussitôt au prince et à Konoha de ne pas s'y aventurer. Konoha remarque alors Aina s'éloignant vers une autre partie du bal. Cette dernière sourit, soulagée, convaincue d'avoir encore une fois évité un nouveau drapeau de mort. Elle se dirige rapidement vers le buffet, ses pensées déjà accaparées par les plats de viande rôtie. Mais avant qu'elle n'y parvienne, Sol lui barre le passage et lui tend la main pour une danse. La musique recommence, et avant qu'elle n'ait le temps de refuser, il l'entraîne sur la piste. Aina sent son cœur s'emballer. La main de Sol posée sur sa taille est ferme et indéchiffrable. Sous son contact, elle oublie presque de respirer. Alors qu'ils se déplacent à l'unisson, Aina ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle danse avec l'homme même destiné à mettre fin à sa vie. Sol finit par lui demander qui elle est vraiment. Il a remarqué ses actions étranges pour empêcher Konoha de danser et exige de connaître sa véritable intention. Agit-elle par protection ou par malveillance? Lorsque la musique s'éteint, Sol la quitte sans un mot de plus pour aller chercher une calèche. Aina reste là, troublée, le cœur battant encore. Les paroles de Sol résonnent dans son esprit tandis qu'elle peine à entendre. Désemparée et épuisée, Aina s'excuse en prétextant qu'elle a besoin de se reposer et s'éclipse vers un salon tranquille. Elle s'affale sur un canapé, ses pensées se brouillent peu à peu jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Pendant qu'elle dort, le chaos éclate. Des flammes commencent à se propager dans le manoir. Les invités sont évacués dans la panique. Dehors, Sol et Jinford cherchent frénétiquement Konoha, qu'ils finissent par retrouver assise sous un arbre. Elle leur explique qu'elle s'est tordu la cheville plus tôt et qu'Aina l'avait probablement remarqué, d'où son insistance à lui interdire de danser. C'est seulement à ce moment-là qu'il réalise qu'Aina a disparu. À l'intérieur, Aina se réveille en sursaut. Les couloirs sont engloutis par les flammes et toutes les issues visibles sont bloquées. La panique la saisit. Rien de tout cela ne figurait dans l'histoire qu'elle avait écrite. Elle rassemble son courage et décide de traverser le feu. Elle maudit sa destinée de vilainesse, celle que personne ne vient jamais sauver. Pourtant, elle se force à avancer, se répétant que tout ira bien tant que Konoha vivra heureuse. Soudain, une partie du bâtiment s'effondre, emprisonnant sa cheville sous les débris. Une douleur fulgurante la transperce alors qu'elle tente en vain de se dégager. Au milieu du rugissement du brasier, ses pensées dérivent vers les gens qu'elle a rencontrés dans ce monde. Si le bonheur de sa sœur est assuré, alors peut-être que son rôle est accompli. Mais au moment où elle s'apprête à accepter son sort, une voix perce la fumée, criant son nom. Sol accourt vers elle. Aina le regarde, hébétée, se demandant pourquoi c'est toujours lui qui vient la sauver. Il lui dit qu'elle ne peut pas mourir avant qu'il découvre qui elle est réellement. Brisant une fenêtre d'un coup, il l'entraîne avec lui, et tous deux plongent dans l'étang en contrebas. Konoha et Jinford accourent à leur rencontre. Konoha enlace sa sœur, soulagée de la savoir en vie. Lorsque Aina remercie Sol, il refuse sa gratitude, déclarant simplement qu'il restera à ses côtés jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Ces paroles la troublent, non seulement à cause de la méfiance qu'elle trahisse, mais aussi à cause de la chaleur étrange. Maintenant que ces 3 mois de confinement sont terminés, Aina est de retour au domaine des Magnolias, où elle savoure enfin la tranquillité. Elle se sent comblée de pouvoir vivre aux côtés des personnages qu'elle a elle-même créés, et la paix règne depuis quelque temps. Son personnage préféré, Kamehameha, prend grand soin d'elle, ce qui emplit son cœur de joie. Jinford, témoin de leur complicité, sourit doucement et félicite les 2 sœurs pour leur belle entente. Aina admire profondément Jinford, qui incarne tout ce qu'elle recherche chez un homme. Un autre personnage qu'elle trouve attirant est Sol, mais celui-ci l'effraie, car dans son histoire, il était destiné à la tuer dès le 1er chapitre. En le voyant aiguiser un couteau, elle se rappelle qu'elle doit rester prudente. Un seul faux pas, et Sol pourrait encore accomplir son rôle meurtrier. Soudain, Sol attire son attention et lui annonce qu'un invité souhaite la voir. Yomi arrive alors et salue Aina, mais celle-ci le fixe, perplexe. Konoha, en revanche, le reconnaît aussitôt et lui demande comment se passent ses études au royaume de Lily. Aina reste confuse. Elle n'a aucun souvenir d'avoir créé ce personnage. Konoha présente Yomi à Jinford
expliquant qu'ils étaient amis d'enfance, leur père ayant été proche jadis. Aina observe la scène à distance, pensant que Yomi est venu rendre visite à Konoha. Mais Yomi la remarque et s'avance vers elle, un sourire doux aux lèvres. Il lui dit qu'il est enfin rentré à la maison et avoue, la voix tendre, que cela lui fait du bien d'entendre sa voix, car il l'aime. Ces mots surprennent profondément Aina. Depuis sa réincarnation, elle n'a reçu que de la haine de la part des personnages qui la connaissaient. Entendre enfin quelqu'un lui dire qu'il l'aime lui procure un étrange sentiment de chaleur et d'apaisement. Elle tente alors de se souvenir si elle avait jamais écrit un personnage amoureux d'Aina. À l'époque, toute son attention était centrée sur Konoha, qu'elle entourait d'hommes idéaux. L'idée lui était venue d'un manga qu'une amie lui avait recommandé, où une princesse était courtisée par plusieurs hommes séduisants. Certains d'entre eux cachaient pourtant de sombres secrets. L'un d'eux, un roi démon, avait prévu de tuer la princesse. Cette idée avait aussitôt captivé Aina. Au début, elle ne créait que des hommes justes et charismatiques, mais en mûrissant, elle avait commencé à inventer des personnages séduisants, mais malfaisants. C'est à ce moment-là qu'était né Yomi, un autre vilain issu de son sombre passé narratif. Alors qu'elle réfléchit à son histoire, elle tente de se souvenir si Yomi avait joué un rôle dans la mort d'Aina. Yomi, lui, change de ton et lui demande comment vont les autres affaires, ce qui la laisse déconcertée. Trouvant son air d'innocence feinte adorable, il s'approche d'elle et murmure le nom de Konoha à son oreille. Affolée, Aina se précipite pour détourner la conversation et lui propose aussitôt de le conduire à sa chambre. Elle se souvient alors du rôle de Yomi dans l'histoire « Tuer Konoha ». Dans l'intrigue originale, quelque part au milieu du voyage d'Aina pour affronter le roi démon, Yomi était décrit comme l'un de ses obstacles, un homme consumé par la vengeance, après que Konoha eut causé la mort de sa bien-aimée Aina. Comprenant que Yomi pourrait être ici pour assassiner Konoha, Aina commence à s'inquiéter que seule la soupçonne d'être la véritable instigatrice. Elle réfléchit frénétiquement à un moyen d'arrêter Yomi, mais en le regardant de nouveau, elle ne peut s'empêcher de maudire son ancien moi d'avoir créé un personnage aussi complexe et dangereux. De retour auprès de Konoha et des autres, Aina annonce qu'elle restera près de Yomi, sous prétexte qu'il a oublié comment fonctionne le royaume. Sol propose aussitôt de s'occuper lui-même de Yomi, mais Aina refuse fermement, arguant qu'ils sont plus à l'aise ensemble que séparés. Touché par ces mots, Yomi accepte volontiers, tandis que Sol, lui, devient de plus en plus méfiant. Aina nie toute intention cachée et déclare qu'ils ont simplement beaucoup de choses à se dire avant de quitter brusquement la pièce avec Yomi. Une fois seule, elle le pousse doucement en avant et lui avoue qu'elle ne déteste plus Konoha. Au contraire, elle lui confie qu'elle l'aime sincèrement désormais. Yomi peine à la croire, lui rappelant qu'elle lui avait jadis ordonné de lui envoyer les « chroniques sombres », ce qu'il avait fait sans hésiter. Il se met ensuite à délirer, lui disant qu'elle est magnifique lorsqu'elle manigance la mort de Konoha. Aina tente de le faire taire, mais Yomi poursuit, affirmant que ses paroles ne représentent qu'une infime partie de ce qu'il ressent vraiment pour elle. Il la rassure. Même si elle est maléfique, il l'aimera toujours, alors elle n'a pas besoin de dissimuler sa vraie nature. Aina le regarde avec inquiétude et demande doucement si cette version d'elle-même, celle qu'il chérit, est vraiment la sienne. Aussitôt, les émotions de Yomi s'emballent. Il se met à se blâmer, convaincu que s'il n'était pas parti étudier à l'étranger, il aurait pu la protéger de ce qu'il pense être un lavage de cerveau de la part de Konoha. Une semaine plus tard, Aina est assise seule à une table de jardin. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à convaincre Yomi qu'elle a changé. Elle comprend que son obsession est le fruit de sa propre plume, et jamais elle n'aurait imaginé avoir à lui faire face un jour. Konoha vient la voir et, aussitôt, la simple présence de sa sœur apaise Aina. Konoha remarque que Yomi n'est pas avec elle, et Aina explique qu'il doit encore dormir. Konoha lui dit qu'elle est venue s'occuper des fleurs qu'elle a plantées et lui rappelle, avec chaleur, qu'elle peut toujours compter sur elle. Après tout, elles sont sœurs. Souriant, Konoha lui propose de prendre le thé ensemble et Aina se précipite joyeusement pour le préparer. Pendant qu'elle dresse la table et verse le thé, Konoha se sent choyée par tant d'attention. Aina lui assure, le regard tendre, qu'elle est heureuse de servir celle qu'elle considère comme sa personne préférée. Ni l'un ni l'autre ne remarque Yomi, qui les observe de loin. En voyant la scène, il interprète mal la situation,
convaincu que Kanoha manipule et utilise Aina. Plus tard dans la journée, Aina parcourt tout le domaine à la recherche de Yomi. Elle fouille partout, sans trouver la moindre trace de lui. Sol la croise dans le jardin et lui dit qu'il est peu probable que Yomi se soit perdu, alors elle ne devrait pas s'inquiéter autant. Aina répond qu'elle ne s'inquiète pas de le voir égaré, mais plutôt de le voir semer des ennuis. Tandis que ses pensées restent fixées sur Yomi et sur la manière d'éviter qu'un autre drapeau de mort ne se déclenche, Sol, lui, se surprend à penser à Aina. Il n'est toujours pas sûr de ses véritables intentions, et encore moins des émotions étranges qu'il ressent à son égard. Il tend la main, effleure doucement sa joue et avoue qu'il comprend son inquiétude. Il confesse qu'il se demande, lui aussi, si elle mérite vraiment de se tenir aux côtés de Kanoha, et cette pensée le tourmente. Avant qu'Aina ne puisse répondre, le son des cloches de l'église retentit au loin, et Sol s'excuse avant de s'éloigner. Le corps d'Aina se met à trembler. Elle pense que ce moment pourrait avoir déclenché un drapeau de mort. Yomi, qui se trouvait non loin, remarque sa réaction et lui demande pourquoi elle tremble ainsi. Il se demande si Sol, son majordome, la dérange. Aina nie aussitôt, lui prend la main et le supplie de ne pas agir de façon irréfléchie. Yomi lui adresse un sourire doux avant de lui promettre qu'il sera plus discret. Puis, il lui révèle les couteaux cachés dans sa veste et jure de la libérer. Aina panique. Yomi croit toujours qu'elle a été victime d'un lavage de cerveau. Elle se précipite derrière lui, désespérée, tentant de le convaincre d'abandonner ses plans. Ce soir-là, Aina s'installe à son bureau et consigne tout ce dont elle se souvient sur le passé de Yomi. Un mauvais pressentiment la ronge. Malgré son attitude calme pendant le dîner, elle sent qu'il prépare quelque chose. Elle se force à se rappeler comment elle avait écrit, à l'origine, la confrontation entre Yomi et Kanoha. Dans son histoire, Yomi avait attiré Kanoha sur le toit de l'auberge où il séjournait. Il avait attendu que tout le monde soit endormi pour assouvir sa vengeance. Acculé et seul, Kanoha avait accepté son sort, mais ses compagnons étaient arrivés juste à temps pour la défendre. En les voyant se battre pour la protéger, Kanoha avait retrouvé la détermination nécessaire pour poursuivre son voyage et avait libéré une puissante magie qui vainquit Yomi. Bien qu'elle connaisse la force de Yomi, Aina croit encore pouvoir le devancer. Réalisant que Yomi pourrait passer à l'action ce soir-là, Aina se précipite vers la chambre de Konoha. Soul la remarque se dirigeant vers les quartiers de Konoha et devient aussitôt méfiant. À l'intérieur de la pièce, Yomi s'introduit par la fenêtre et aperçoit ce qu'il croit être Konoha, déjà endormi dans son lit. Un coup retentit à la porte, la voix de Soul se fait entendre, demandant à Konoha si Aina est venue lui rendre visite. À sa grande surprise, Konoha apparaît dans le couloir, accompagné de Jinford. Alarmé, Soul défonce la porte. Mais la chambre est vide, la fenêtre grande ouverte, et Aina a disparu. Sur le toit, Yomi s'apprête à frapper la silhouette devant lui, persuadé qu'il s'agit de Konoha. Mais au moment où sa lame s'abat, la figure bloque l'attaque et révèle son visage. C'est Aina. Yomi reste pétrifié en la voyant à la place de Konoha. Soul sort en trombe du manoir et aperçoit les deux sur le toit. Aina tente de raisonner Yomi, le suppliant d'arrêter. Elle affirme qu'elle ne déteste plus Konoha, mais Yomi refuse de la croire. Il soutient que Konoha est une tyranne qui réduit Aina en servitude. Ajoutant qu'encore ce matin, elle l'a forcé à lui préparer du thé. Aina se souvient de ce moment et essaie de lui expliquer qu'elle avait voulu le faire de son plein gré. Son véritable problème n'est pas Konoha, mais Soul. Konoha, elle, n'a jamais été qu'une personne bienveillante envers elle. Yomi croit alors comprendre la situation, mais sa vision reste totalement erronée. Il se persuade que la gentillesse de Konoha n'est qu'un masque et qu'elle a délibérément choisi un majordome difficile pour faire souffrir Aina. Désespérée, Aina crie qu'elle a besoin de Soul. À cet instant précis, Soul apparaît, juste à temps pour entendre ces mots. Avant que quiconque ne puisse réagir, une violente rafale de vent balaie le toit. Aina perd l'équilibre et glisse. Soul bondit en avant et la rattrape en plein air, s'agrippant au rebord du toit d'une seule main. Suspendu au-dessus du vide, il la gronde doucement pour s'être aventuré dans un endroit si dangereux, puis s'excuse de ne pas être arrivé plus tôt. Tandis qu'ils se maintiennent difficilement, Yomi les observe attentivement, un trouble grandissant dans sa poitrine. Yomi finit par proposer son aide pour remettre Aina en sécurité. Une fois tout le monde debout, Soul exige de savoir ce qu'il faisait sur le toit.
Aina improvise aussitôt une excuse, affirmant qu'elle et Yomi étaient simplement montées pour admirer les étoiles. Elle demande ensuite, nerveusement, à Soul s'il avait entendu quelque chose plus tôt. Soul répond calmement qu'il n'a rien entendu. Soul étant rassuré que Konoha et elle aillent bien, Aina sent soudain une vague d'épuisement la submerger. Une fois Soul parti, Yomi s'étonne de la façon dont elle s'est inclinée devant lui. Il s'apprête à aller confronter Soul à ce sujet, mais Aina l'arrête précipitamment, expliquant que si Soul se montre suspicieux à leur égard, on pourrait la tuer. Les yeux de Yomi s'écarquillent, alarmé. Convaincu qu'Aina vit dans la peur et qu'elle est sous l'emprise de Soul, il en conclut que la seule façon de la sauver est de tuer Soul. Fort de cette résolution, Yomi s'en va, sûr de sa décision, tandis qu'Aina éclate en sanglots d'horreur. Il la comprend toujours aussi mal. Au collège, elle avait une fois, par erreur, remis son roman au professeur au lieu de son cahier d'exercice. Quand le professeur le lui a rendu, il a avoué avoir lu quelques pages et l'avoir loué comme « une merveilleuse histoire ». Dès ce jour, le professeur a cru qu'elle voulait devenir romancière. Aina avait intérieurement eu envie de mourir de honte. Elle se réveille en criant, mortifiée par ce souvenir. Soul accourt aussitôt dans sa chambre, inquiet, tandis qu'Aina tente de chasser cette pensée. Elle lui explique qu'elle a seulement eu un mauvais souvenir, mais peine à s'expliquer davantage, laissant Soul perplexe devant sa réaction. Soudain, Yomi fait irruption et la plaque sur le lit dans un mouvement paniqué, la heurtant accidentellement à la tête. Soul le réprimande pour sa brutalité, mais Yomi réplique que Soul n'a pas le droit de parler non plus puisqu'il est aussi entré sans prévenir dans la chambre d'Aina. La tension monte et Aina comprend alors que Soul est désormais l'une des cibles que Yomi envisage. Pour détendre l'atmosphère, elle assure à Soul que Yomi a simplement paniqué par inquiétude. Ne voulant pas envenimer la situation, Soul s'excuse et retourne à ses fonctions. Une fois seule, Yomi caresse les cheveux d'Aina et jure d'éliminer Soul pour la protéger. Aina panique. Quoi qu'il arrive, si Yomi passe à l'acte contre Soul, cela signifiera très probablement sa propre mort.